Chapitre 32. Dan Bentley pilotait un Beechcraft Baron 58 âgé de 28 ans. Bimotorsport dont la vitesse de pointe atteignait 370 km/h avec une autonomie de presque 2400 km. Il n'existait quasiment pas d'aéroport aux États-Unis où il ne se soit posé, et il n'aimait rien de plus qu'avoir une bonne raison d'entreprendre un long voyage. Quand son vieil ami Henry Spence l'avait appelé au nom du club 2027, en lui disant qu'il paierait la facture de kérosène, Dan avait sauté derrière le volant de sa Mustang 1965 et filé vers le hangar du Beverly Muni Airport, sur la côte accidentée du Massachusetts. En cours de route, il avait laissé un message à sa compagne pour l'informer qu'il s'absentait quelques jours, puis un second à la femme nettement moins âgée qu'il voyait en cachette. Dan était très en forme malgré ses 60 ans. À l'horizon, à une quinzaine de milles marins au nord, le soleil déclinait, se reflétait sur le long et fin lac Winnipesaukee, profonde étendue d'eau constellée de plus de 200 îles couvertes de pins. Dan se retint de jouer les guides. Derrière lui, ses 3 passagers dormaient à poings fermés, face à face sur les sièges en cuir rouge. À la place, il se mit à bavarder avec les contrôleurs de la tour de Laconia Airport. Quelques minutes plus tard, à l'approche de la piste d'atterrissage, il descendit vers les eaux miroitantes. Jim Zeckendorf avait fait mettre une de ses voitures à la disposition de Will à l'aéroport. Les clés l'attendaient au bureau général des aviateurs. Il fit donc grimper sa petite famille dans le monospace et partit en direction de la maison, laissant Dan faire le point sur la météo, remplir un plan de vol et faire une petite sieste dans le salon réservé aux pilotes. En prenant la route 11, il y avait 16 km jusqu'à Alton Bay, un des villages situés sur les rives du lac. Will s'y était déjà rendu quelques années plus tôt pour passer un week-end à pêcher et à boire. Il se souvenait qu'il était alors accompagné, mais impossible de se souvenir par qui. À l'époque, les femmes défilaient à toute vitesse dans sa vie. Tout ce dont il était sûr, c'est que Zeckendorf, dont l'épouse était absente, s'intéressait beaucoup plus à sa copine que lui. La maison correspondait en tout point à l'idée qu'on se faisait de la résidence secondaire d'un prospère avocat de Boston. Il s'agissait d'un luxueux chalet de plus de 500 mètres carrés, perché sur une crête rocheuse, au-dessus des eaux agitées d'Alton Bay. Nancy était trop lasse et trop triste pour apprécier la spacieuse salle voûtée de style rustique qui s'ouvrait sur une vaste cuisine au plan de travail en granit. En temps normal, elle aurait papillonné de pièce en pièce, telle une abeille qui a trouvé un champ de trèfle. Ce jour-là, hélas, elle était aveugle devant ce lieu magnifique. Le crépuscule enflammait le ciel. Devant les baies vitrées, face au lac, des rangées de pins et de bouleaux oscillaient sous la brise, et les eaux ardoises imitaient la mer, frappant en cadence les brise-lames. Nancy alla droit à la chambre principale pour changer Philippe et retirer sa robe noire. Will fit le tour de la maison en coup de vent. La femme de Zek avait fait un saut de Boston pour remplir le réfrigérateur et les placards de provisions, de nourriture pour bébé et de paquets de couches. Il y avait partout des serviettes propres, et les thermostats étaient fixés à la bonne température. Il découvrit même dans une chambre un lit parapluie tout neuf, et dans la cuisine, une chaise haute dont le prix n'avait pas encore été retiré. Les Zeckendorf étaient incroyables. Il déballa l'arme de service de Nancy, vérifia la sécurité et la posa bien en évidence sur la table de chevet, à côté d'un portable prépayé. Philippe était à présent bien propre, talqué, et sa mère avait enfilé un jean confortable et un sweatshirt. Will prit son fils dans ses bras et observa le paysage tandis que Nancy préparait le dîner dans la cuisine. Ils discutèrent de choses et d'autres, comme s'il ne s'était rien passé ces 2 derniers jours. Ça faisait du bien d'oublier le drame qu'il venait de vivre. Quand le repas de Philippe fut prêt, son père le déposa tout frétillant dans la chaise haute. Puis il serra longtemps sa femme dans ses bras, ne relâchant son étreinte que pour essuyer les larmes qui coulaient sur son visage empourpré. « Je t'appellerai à chaque étape. »« T'as intérêt. On est coéquipiers, tu te rappelles ?»« Bien sûr.
Comme au bon vieux temps. On est tous les deux sur l'affaire, On a un bon plan. Ça devrait marcher. dit-elle avec fermeté. Et toi, ça va aller? Oui. Non, Soudain, elle s'effondra. j'ai peur. Ils ne te trouveront pas ici. Non, c'est pas pour moi, c'est pour toi. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Elle l'étreignit. Tu savais. Tu as décroché depuis un moment. Il haussa les épaules. C'est l'expérience contre la jeunesse. À toi de choisir. Elle l'embrassa sur la bouche, puis le repoussa doucement. C'est toi que je choisis. Dan décolla dans la semi-obscurité. Au-dessus du lac, il exécuta un élégant virage sur l'aile et prit vers l'ouest. Quand la direction fut assurée et que l'avion eut atteint sa vitesse de croisière, à 18 000 pieds d'altitude, il se tourna vers Will, engoncé dans le fauteuil de copilote, et entama la discussion. Il y avait des heures qu'il se taisait, et cela commençait à lui peser. En effet, il n'y avait pas plus bavard et sociable que Dan Bentley. Or, il détenait un public captif pour les 18 heures à venir. La première étape les mena à Cleveland, à un peu plus de 1000 kilomètres. Lorsqu'ils atterrirent, au bout de 4h30, pour refaire le plein, se dégourdir les jambes, manger un morceau et aller aux toilettes, Will en savait déjà long sur son compagnon. Dès le lycée, Dan avait décidé de s'enrôler dans la marine. Ce n'était guère étonnant, car il était né au bord de la mer, à Gloucester, dans le Massachusetts, dans une famille d'armateurs de bateaux de pêche, et son père et son grand-père avaient eux-mêmes été dans la Navy. Contrairement à ses camarades de classe, il ne redoutait pas d'être appelé au Vietnam, car pressé d'en découdre, il s'était engagé volontaire, attendant avec impatience d'être envoyé dans le golfe de Tonkin pour jouer avec la grosse artillerie. Lors de sa deuxième mission au Vietnam, il se porta volontaire pour entrer dans les services de renseignement de la marine et suivit un entraînement dans le domaine des transmissions et des opérations secrètes. Cette fois-là et la suivante, il passa son temps à monter et descendre le Mekong, suivant des équipes dans des swift boats pour localiser les positions des Viet Cong. À la fin de la guerre, on le convainquit de rester en lui octroyant un poste confortable de maître au bureau des renseignements de la marine, dans le Maryland, au centre des opérations maritimes. Il était bel homme, coureur de jupons. Aussi, la vie au sein de cette communauté militaire de banlieue, constituée de familles, ne lui convenait-elle guère. Il hésitait à suivre une formation pour monter en grade, ou bien s'en retourner vers l'entreprise familiale. Il ignorait que le centre des opérations maritimes constituait le terrain de chasse principal des recruteurs de la zone 51. La moitié des gardiens de Groom Lake étaient passés à un moment donné de leur carrière par le Maryland. Comme toutes les personnes arrivées à la zone 51, Dan avait été séduit par le mystère qui enveloppait cette base navale ultra-secrète située en plein désert du Nevada. Après avoir obtenu l'ultime accord de sécurité et enfin découvert le but véritable de sa mission, il songea que c'était là le truc le plus génial dont il avait jamais entendu parler. Toutefois, c'était avant tout un soldat, peu habitué à se poser des questions. Et il était impensable qu'il puisse méditer sur son sort ou sur les énigmes de l'univers. De bons revenus et la vie palpitante de Las Vegas suffisaient à le convaincre qu'il avait fait le bon choix. Will fut abasourdi de découvrir que celui qui l'aidait à berner les gardiens en avait été un lui-même. Soudain, il fut sur ses gardes. Mais cela ne résista pas à un examen approfondi du bonhomme. Il n'avait rien à craindre de Dan. Et puis, que pouvait-il faire de toute façon? Sauter sans parachute? Par ailleurs, Dan lui permettait de mieux cerner le profil des gardiens. En effet, au cours de ses 30 ans de carrière, il avait occupé à peu près tous les postes possibles, depuis la surveillance des détecteurs de métaux lors de la fouille quotidienne, jusqu'aux opérations sur le terrain, quand il fallait s'occuper d'employés soupçonnés d'avoir obtenu des DDD pour leurs parents ou leurs amis, compromettant ainsi la sécurité de la zone 51. Les gardiens formaient une classe à part, représentant l'ordre. On les encourageait à se montrer fermés et dénués d'humour,
tels des matons face à des prisonniers. Seulement Dan était trop sociable pour pouvoir se comporter ainsi, et dans son bilan annuel, on lui recommandait toujours de montrer davantage d'agressivité et de ne pas fraterniser avec les autres employés. La rencontre avec Henry Spence s'était produite tout à fait par hasard, un samedi, à une station-service. Ils étaient allés boire un coup ensemble au Sands Casino. Dan savait tout sur Spence. Les gardiens avaient appris que c'était une vraie pointure, ex-membre de la CIA, avec un cerveau de la taille d'une pastèque. En apparence, tout opposait les deux hommes. C'était la matière grise contre le muscle. Pourtant, les opposés parfois s'attirent. Spence était un ancien de Princeton, membre du country club, dont l'épouse était issue d'une grande famille. Dan, lui, était un amateur de bière du Massachusetts, qui aimait sortir avec des danseuses et se saouler la gueule. Mais tous deux avaient une passion commune, l'aviation. Spence possédait un superbe petit Cessna, tandis que Dan louait à l'heure de vieux zincs pourris. Lorsqu'une véritable amitié se fut tissée entre eux, Spence autorisa Dan à utiliser son appareil autant qu'il le souhaitait. Le gardien lui vouait de ce fait une éternelle gratitude. Dan expliqua à Will qu'il avait pris sa retraite 1 an plus tôt, en atteignant l'âge limite de 60 ans. Il conservait son logement à Vegas pour y passer l'hiver et résidait l'été dans le bungalow dont il avait hérité dans le Massachusetts, au bord de la mer. Il avait même réussi à s'acheter un Beechcraft à un prix intéressant. Au bout d'1 an, tout marchait comme prévu, et il était heureux. Spence n'avait pas attendu bien longtemps pour lui faire l'insigne honneur d'être le premier gardien à devenir membre du club 2027, à la grande consternation des autres membres. Au loin, Will aperçut les premières lumières de Cleveland, voisine d'une zone d'un noir d'encre, le lac Erie. « Tu dois connaître Malcolm Fraser ?»« Bien sûr, c'était mon chef. À la seconde où il a mis le pied dans l'ascenseur, le premier jour, tout le monde a su que son but, c'était de devenir le patron, un vrai fils de pute. Il aurait vendu sa propre mère, on avait tous peur de lui. Nous, on faisait notre boulot et lui nous surveillait. Il a balancé des gars pour avoir piqué une agrafeuse. Il aurait fait n'importe quoi pour un peu d'avancement. En réalité, il a bâti toute sa carrière sur un coup. Un analyste qui bossait au bureau américain a réussi à passer dans la clandestinité des notes concernant des DDD dans une minuscule poche en plastique planquée entre sa joue et sa gencive. On ne sait pas trop ce qu'il avait l'intention d'en faire, mais il s'agissait d'habitants de Las Vegas dont la fin était proche. Un jour, le type s'est saoulé et il a tout déballé à un de ses collègues du labo. C'est comme ça qu'on a découvert le poteau rose. Fraser l'a fait éliminer par un sniper à 1000 mètres de distance, pendant que ce pauvre con s'achetait à bouffer chez Burger King. C'était le Mark Shackleton de l'époque. Que sais-tu sur Shackleton? À peu près tout. Et sur moi? À peu près tout. Par contre, j'ignore tes dernières aventures. Tu vas me raconter tout ça après notre prochaine escale. J'ai le feu vert de Spence. Will passa un bref coup de fil à Nancy depuis la salle d'attente de l'aéroport. D'un côté comme de l'autre, les choses suivaient leur cours. Philippe dormait. Il lui dit d'aller se reposer. Il n'y avait rien à ajouter. Quand ils furent prêts à repartir, Dan passa l'appareil en revue. Une tasse de café noir dans une main, une torche dans l'autre. Au moment de décoller, il s'écria avec joie « Prochaine étape, Omaha !» Will avait sommeil. Dan, lui, avait envie de bavarder. Chapitre 33. À un peu plus de 150 km au sud, à une altitude 2 fois plus élevée et une vitesse 3 fois supérieure, le jet Lear de Malcolm Fraser s'apprêtait à les doubler, filant droit vers la même destination. Le chef des gardiens avait le sentiment d'être un punching ball. La réaction de Lester, en apprenant que Piper avait une fois de plus réussi à leur filer entre les doigts, était digne d'une éruption du Vésuve. Fraser
lui avait aussitôt présenté sa démission. Et pendant quelques heures, il avait bien cru que son supérieur l'accepterait, à moins qu'il ne le vire comme un malpropre. Et puis Lester avait changé son fusil d'épaule. Il avait étudié le calendrier. Il restait 3 semaines avant les événements de Caracas. S'il remplaçait le chef des gardiens 3 semaines avant l'opération Main tendue, cela reviendrait à sonner l'alarme au sein de la petite communauté des services secrets internationaux. Dans la seconde qui suivrait, les doutes sur d'éventuels problèmes de sécurité à la zone 51 se métamorphoseraient en certitude. Et il lui faudrait alors informer le secrétaire à la Défense qui le traînerait sans aucun doute jusque dans le bureau ovale par la peau des fesses, afin qu'il en réfère lui-même au président. Ils ignoraient tout encore de ce que Piper avait découvert en Angleterre. Ils ignoraient ce que Spence comptait faire du manuscrit de 1527. Enfin, ils ignoraient même si quelqu'un avait l'intention de nuire à la base de Groom Lake. À moyen terme, il faudrait remplacer Fraser. Mais pour l'instant, mieux valait le laisser en poste. Lester serra les dents et décida donc de le garder. Fraser s'était habitué à l'idée d'être démis de ses fonctions. Aussi, quand son supérieur l'appela pour lui dire qu'il restait, il passa par toute une série de sentiments contradictoires. Dans une certaine mesure, il aurait été soulagé de laisser derrière lui cet inextricable nœud gordien, d'abandonner son BlackBerry sur son bureau et de prendre une dernière fois l'ascenseur pour s'en aller dans le désert. Bonne chance et bon débarras. Toutefois, à un autre niveau plus viscéral, il ne supportait pas de partir ainsi la queue entre les jambes. Terminer sa carrière, viré à cause de Will Piper, ce n'était même pas envisageable. Ce salopard donnait toujours l'impression d'avoir une longueur d'avance sur eux, et cela minait Fraser. Bien sûr, ce type-là n'était pas une cible lambda, c'était un agent du FBI accompli, mais tout de même. Il était seul, disposait de ressources limitées, et il affrontait l'équipe de Fraser. D'après les DDD qu'il détenait dans sa poche, le chef des gardiens savait que tout serait bientôt terminé. Restait à savoir comment. Lester lui avait offert une dernière chance de se racheter. Quand une mission partait en vrille, Fraser pouvait compter sur un allié sûr pour l'aider à redresser la barre, son cerveau. Il était devenu chef de la sécurité parce qu'il savait aussi bien agir que réfléchir. La plupart des gardiens étaient d'anciens as de la police militaire qui suivaient avec docilité des plans dictés par leur hiérarchie. Lui était d'une autre trempe. D'après ses propres estimations, il aurait même pu devenir analyste comme Kenyon ou Spence s'il avait été capable de rester toute la journée vissé à son bureau à gérer la paperasse. Aussi s'était-il engagé à réussir cette mission, s'appuyant sur quelques idées nouvelles. Mu par un pressentiment, il ordonna à ses hommes au centre des opérations de la zone 51 de mettre sur écoute toutes les lignes des membres répertoriés du Club 2027 et tous les retraités de Groom Lake qui avaient un jour approché Henry Spence. Il devinait que ce dernier et Piper communiquaient avec des portables à cartes, mais peut-être ainsi parviendrait-il à obtenir malgré tout quelques informations. Étant donné le volume des enregistrements à étudier, lorsque tout le matériel audio eut été débroussaillé, une bonne partie de la journée s'était déjà écoulée. Quand Fraser reçut enfin les résultats, il tournait lamentablement en rond à White Plains en se demandant quoi faire. Le document qu'il reçut portait la mention « ultra prioritaire » et il l'écouta aussitôt sur son BlackBerry. « Dane, c'est Henry Spence. Tu as une minute ? Pour toi, j'en ai toujours 2. Je n'ai pas reconnu ton numéro. Comment ça va ? Je tiens le coup. Pendant encore quelques jours au moins. Je t'appelle d'un téléphone à carte. Je pense que ça devrait aller, mais je resterai évasif. Compris ? Tu te rappelles l'affaire Shackleton ? Bien sûr. Will Piper m'a rendu un service dans le cadre du Club 2027. Il est allé en Angleterre à notre demande et il a trouvé. Trouvé quoi ? Toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Raconte ! C'est lui qui te racontera.
Je veux que tu fasses le plein de ton Beechcraft. C'est moi qui paye. Et que tu l'emmènes quelque part. Fraser et son équipe lui collent au train. Tu veux que je l'emmène où? Soit au terminal général de Westchester County Airport, demain à 14h. Il te fournira tous les détails. N'oublie pas ta brosse à dents. Alors, tu marches, tu rigoles. Fraser avait trouvé une nouvelle cible sur laquelle déverser sa rage accumulée. Dane Bentley, un ancien gardien. Un des siens, la trahison ultime. Il avait toujours éprouvé des sentiments ambivalents envers lui. Il était certes difficile de résister au charme du très sympathique Dane, mais Fraser s'était toujours méfié des relations qu'il entretenait avec les autres, ses employés qu'il devait justement surveiller. Jamais il ne l'avait surpris en train de transgresser les règles. Pourtant, par précaution, il avait toujours maintenu Bentley en dehors de son cercle rapproché. Il alla sur le champ chercher la DDD de son nouvel adversaire. Mais il fut déçu du résultat. Via la base de données de la Federal Aviation Administration, le centre des opérations de la zone 51 eut au fait d'obtenir le numéro d'immatriculation de l'avion de Bentley. Et très vite, ils mirent la main sur son plan de vol. De White Plains à Laconia, dans le New Hampshire, puis Cleveland dans l'Ohio, Omaha dans le Nebraska, Grand Junction dans le Colorado, et enfin, l'aéroport Bob Hope à Burbank, en Californie. Ils avaient aussi le numéro de Spence à présent, ce qui pouvait s'avérer très utile. Los Angeles, grommela Fraser en découvrant l'information. Il revient sur la scène du crime. Il retourne chercher la clé USB, c'est ça? Fit Descorso. Fraser acquiesça. On met le cap sur LA. Exécution immédiate. Will était stupéfait de voir Dan montrer une telle énergie à cette heure avancée de la nuit. Les conditions de vol étaient parfaites, sans la moindre alerte météo. Aussi, le pilote pouvait-il consacrer une grande partie de son attention aux dernières aventures de son passager. Will lui narra donc toute l'histoire en détail, malgré sa fatigue extrême. Dan avait beau manquer de culture, il était tout excité à l'idée du lien avec Shakespeare et trouva fascinante l'implication de Nostradamus. En revanche, il ignorait tout de Jean Calvin, mais il n'en éprouva aucun complexe. Il écouta, médusé, l'histoire des moines scribes et de leur suicide en masse. Toutefois, la révélation du Finis Dierum ne lui fit guère d'effet. Je ne pense pas que le monde finira comme ça. Je sais bien que Spence y croit dur comme fer, mais moi, de toute façon, je ne serai plus là pour voir ça. Will lui lança un regard interrogateur. Ouais, j'ai pas été très réglo, j'ai réussi à avoir ma DDD avant de partir à la retraite. J'en ai pour jusqu'à 2025. Je passerai l'arme à gauche à l'âge pas si avancé de 74 ans. D'ici là, j'ai pas de temps à perdre. Et toi? Tu es ADH, c'est ça? Y a-t-il quelque chose que tu ignores à mon sujet? Pro, tu sais. Le Club 2027, c'est un ramassis de vieux croutons qui n'ont rien à faire d'autre que de rabâcher les mêmes histoires. Ton affaire Apocalypse, ça leur a donné des tonnes de grains à moudre. Il fut un instant distrait par un message radio. Je suis désolé pour cette jeune femme et son grand-père. Vous aviez l'air proche. À la manière dont il prononça ces mots, Will sentit tout de suite qu'il avait deviné quelque chose. Après tout, Dan et lui étaient sur la même longueur d'onde au sujet des femmes. Ah bon? C'est si évident que ça? Eh oui, mon vieux. Ce n'est pas le truc dont je suis le plus fier. Et après, un homme doit faire ce qu'il a à faire. C'est ma devise. Il confirma son altitude à un contrôleur aérien, puis reprit. En tout cas, je voulais te remercier. De quoi? D'aider Henry. Tu sais qu'il n'en a plus que pour 2 jours. Grâce à toi, il passe ses dernières heures à se battre, plutôt que de rester là à flipper, planté devant son horloge. En ce qui me concerne,
J'aimerais finir noyé entre les bras d'une sirène. Will lui tapota l'épaule. C'était un type bien. Je comprends. Il réfléchit à ses paroles, tandis qu'il continuait à filer au-dessus de la prairie dans l'obscurité. Non, son choix à lui serait différent. Il préférerait partir aux côtés de Nancy. Dan n'appréciait décidément pas le silence, aussi reprit-il très vite. Je m'en vais te révéler une information top secrète. Ça te dit? Oui, mais pourquoi? Parce que ça me brûle la langue. Et puis parce que je crois deviner pourquoi ils font autant d'efforts pour t'avoir. Tu m'as confié une foule d'informations ce soir, alors à mon tour de t'affranchir. De toute façon, on est déjà dans la merde jusqu'au cou, alors un peu plus ou un peu moins. Je t'écoute. Il va se passer un truc dans à peu près 3 semaines. Ça sera à Caracas, au Venezuela. C'est du lourd. Il y a longtemps qu'on en parle, mais depuis 2 ans, la CIA met au point un plan d'action pour tirer les marrons du feu. Quand j'ai quitté Groom Lake, ils avaient obtenu toutes les autorisations. Que va-t-il se passer? La mère de tous les tremblements de terre de l'Amérique latine. Épicentre Caracas. Plus de 300 000 morts en une journée, comme à Haïti en janvier 2010, mais en pire. Enfin, c'est ce que prédisent les crânes d'œufs de Groom Lake. Aucun autre type de catastrophe ne rentre dans les cases, apparemment. Will hocha la tête. Ça fait beaucoup de victimes. Inutile de préciser les 2 raisons pour lesquelles l'oncle Sam s'intéresse tant au Venezuela. L'or noir et les rouges. On va se servir du désastre pour faire d'une pierre 2 coups. Tu veux dire qu'ils vont organiser un putsch? À peu près. D'après ce que j'ai compris, ça devrait se passer sous couvert d'une mission humanitaire. Il y aura des tas de tentes, de lits de camp, de vivres et de médicaments prêts à débarquer à la minute où la poussière sera retombée. Ça devrait être le chaos total. Leur gouvernement sera complètement dépassé. Le président va survivre, mais une bonne partie de son entourage va y passer. On aura dans les coulisses toute l'opposition prête à reprendre les rênes du pouvoir. Les Colombiens et les Guyanais entreront alors en scène en s'emparant des régions frontalières qu'ils convoitent. Les Américains, les Britanniques et les Français se tiendront prêts à envoyer des troupes pour le maintien de la paix. Le grand méchant va être mis hors d'état de nuire, les nôtres feront en sorte que les compagnies pétrolières américaines et européennes puissent se servir. Voilà le plan. Enfin, disons ce que j'en ai compris, avec mes modestes moyens. Les moteurs du Beechcraft couvrirent le long sifflement de Will. Tout prenait sens. Leur intérêt démesuré pour le manuscrit manquant, la décision d'éliminer froidement les Cantwell et ses beaux-parents, leur détermination à se débarrasser de lui. Fraser et ses maîtres mettaient le paquet pour couvrir une méga-opération militaire top secrète, le renversement d'un régime ennemi dans un pays riche en pétrole, fondé sur des données tirées de la bibliothèque. Will était désormais sûr d'une chose. Le poids du gouvernement tout entier était suspendu au-dessus de sa tête, telle une épée de Damoclès. Dan amorça la descente vers les plaines du Nebraska. Soudain, son passager se sentit tout petit. Le bimoteur n'était qu'un point minuscule dans l'infini de la nuit, et lui-même n'était qu'un homme menant seul une bataille titanesque contre une gigantesque machine de guerre. Chapitre 34. Ils parvinrent en Californie le lendemain midi. Dans l'air pollué, le soleil était d'un jaune sale. Will avait dormi durant toute la dernière partie du voyage, ne s'éveillant que pour contempler les étendues urbanisées sans limite de Los Angeles, comme un rêve à travers les nuées évanescentes. « On est arrivé !» fit Dan en voyant Will remuer. Je me demande comment tu as fait pour rester éveillé. J'ai mis le pilote automatique. Mais non, je blague. En fait, j'ai bavardé avec toutes les voix féminines que la radio captait. Je suis un camionneur volant. Sur le tarmac du petit aéroport, en attendant Dan qui garait son appareil, Will s'étira à la manière d'un iguane ensommeillé.
la température dépassait les 20 degrés et une bonne petite brise soufflait sur sa peau tel un baume tiède. Il prit des nouvelles de Nancy. Elle était toujours terrassée par le chagrin, mais n'avait rien de spécial à lui signaler. En début de matinée, elle avait sorti Philippe sur le perron, s'était assise sur une grosse pierre et l'avait bercé pour l'endormir au rythme des vaguelettes. Le plan était simple. Dan devait louer une voiture. Si Will utilisait sa carte bancaire, il serait tout de suite repéré. Ensuite, il irait faire ce qu'il avait à faire, tandis que le pilote se reposerait dans un motel tout proche en l'attendant. Un peu plus tard, il se retrouverait à l'aéroport et ferait un saut à Las Vegas pour voir Spence et Kenyon. Voilà ce qui était prévu. Will fit au revoir à Dan, puis quitta le parking de l'agence de location pour prendre la direction du centre de Los Angeles, vers le sud. Direction Pershing Square. Jumelle en main, Fraser ne le quittait pas des yeux. Il ne voulait rien laisser au hasard. Il avait fait venir de Groom Lake 3 équipes de 3 hommes. La première, dirigée par DeCorso, suivait la voiture de Will, couverte par la deuxième dont faisait partie Fraser. La troisième, enfin, menée par un dénommé Sullivan, filait Dan Bentley. Fraser lui donna ses ordres dès que son véhicule se mit en mouvement. « Sully, tu lâches pas le pilote et tu me racontes tout ce qu'il fait. En temps utile, fous-lui un bon coup dans les couilles de ma part. » En ces heures creuses de milieu de journée, la circulation était assez fluide, et au bout d'une demi-heure, Will se garait en face de la bibliothèque centrale de style art déco. En bon New-Yorkais, il traversa la 5e rue en dehors des clous. Son dernier séjour ici remontait à 15 mois, mais rien ne semblait avoir changé. Il se souvint du goût de la peur qui ne le quittait pas ce jour-là. Il avait vécu 30 secondes d'enfer lors d'une fusillade à bout portant au Beverly Hills Hotel. Il en avait réchappé par miracle. Derrière lui, il laissait 4 gardiens baignant dans leur sang sur les luxueux tapis pastels du bungalow, tandis que la cervelle de Shackleton s'écoulait lentement par un trou de la taille d'un bouchon. La première fois où il était entré dans la bibliothèque centrale de Los Angeles, il avait à la main une clé USB sur laquelle il avait copié la base de données piratée par Shackleton. Toutes les DDN et les DDD des Américains, jusqu'à l'horizon 2027. C'était son assurance-vie, sa bouée de sauvetage, et il lui fallait la dissimuler quelque part. Quelle meilleure cachette qu'une bibliothèque. Il grimpa les marches 4 à 4 et poussa les lourdes portes d'entrée, ignorant que 2 jeunes gardiens le suivaient pas à pas. Fraser avait condamné DeCorso à l'opprobre en l'obligeant à rester en arrière, à la place du chauffeur. Il préférait que des hommes plus jeunes s'occupent de la filature. De plus, il savait que l'heure avait sonné pour son collaborateur. Toutefois, il en ignorait les circonstances et le moment exact. Mais il ne voulait pas qu'il lui claque entre les doigts, fichant toute l'opération en l'air. Will passa en hâte devant le bureau d'accueil, les ascenseurs, puis il emprunta l'escalier qui descendait jusqu'au 3e sous-sol. Dans la lumière blafarde des néons, il s'engouffra dans une allée, se dirigeant vers une étagère bien précise au centre de la salle. Les gardiens conservaient leur distance pour ne pas se faire repérer. Arrivés à l'étage, ils se séparèrent pour zigzaguer entre les rangées de livres sans jamais perdre Will de vue. Par chance pour eux, une bonne douzaine de lecteurs étaient dispersés entre les différentes allées, aussi leur était-il plus facile de passer inaperçu. Enfin, Will aboutit là où il voulait. Il se souvenait parfaitement des lieux. Pourtant, il eut une surprise. La dernière fois, l'ensemble des étagères était occupé par une foule de gros volumes vieillots et jaunis. La collection complète des archives légales du comté de Los Angeles sur 7 décennies. Il avait justement choisi ces livres parce qu'ils paraissaient n'intéresser personne et semblaient condamnés à traîner là encore longtemps. Le recueil de 1947, celui qui abritait la clé USB, avait disparu. D'ailleurs, aucun autre livre n'était plus là. Il se mit aussitôt à regarder sur les étagères alentour, cherchant en vain. Il jura tout bas. Puis il commença à arpenter les allées voisines, de plus en plus inquiet.
Dans un angle se trouvait un bureau d'information muni d'un téléphone. Will décrocha et attendit qu'un assistant lui réponde. « Bonjour, je suis au 3e sous-sol. Je cherche les archives légales du comté de Los Angeles. Elles étaient ici auparavant. » Dans l'allée précédente, l'un des gardiens l'écoutait. 1 minute plus tard, il l'entendit reprendre. « Vous plaisantez ? Non, je ne peux pas attendre 6 semaines. Pouvez-vous me donner l'adresse pour que j'aille les voir directement, s'il vous plaît ? Je ne comprends pas en quoi ça peut être gênant. » « Merci. C'est très sympa de votre part. » Il raccrocha, secoua la tête de lassitude et remonta 4 à 4 les escaliers. Fraser, dans son casque, reçut l'information. Il cherchait un exemplaire des archives légales du comté de Los Angeles. Apparemment, elles ne sont plus là. On lui a donné une adresse. Il va sans doute s'y rendre maintenant. Will retourna en hâte à sa voiture et déplia le plan de la ville que lui avait remis l'agence de location. East Olympic Boulevard n'était qu'à 5 kilomètres. Il fut soulagé de constater qu'il n'aurait pas à couvrir une grande distance. Il sortit du parking et prit la 5e rue en direction d'Almeda. 10 minutes plus tard, il franchit les berges bétonnées de la rivière de Los Angeles pour déboucher dans un quartier industriel glauque, constitué d'entrepôts. Flanqués de leurs sbires, Fraser et des corsos le suivaient à une distance respectable. Will arriva devant Olympic Industrial Center et se gara sur le parking réservé aux visiteurs. Il avait un mauvais pressentiment. C'était vraiment un sale coup que son livre se retrouve dans un lot qui devait être numérisé dans le cadre d'un programme conjoint de la Bibliothèque municipale de Los Angeles et d'un moteur de recherche Internet. À présent, il devait surmonter cette absurde difficulté. Quand Will entra dans l'un des entrepôts, Fraser fut pris de panique. Il avait besoin de tout contrôler, or il se retrouvait soudain privé d'images et de sons. Un peu plus loin, il avisa un camion d'UPS, la compagnie de livraison de colis. Son esprit était en ébullition. Il donna moins d'1 minute au gardien qui l'accompagnait pour pénétrer dans l'entrepôt. Les 3 jeunes recrues sortirent précipitamment de leur voiture. Le hall d'entrée de l'entrepôt était un endroit déprimant. Une réceptionniste à l'air revêche téléphonait, assise derrière un comptoir. Au mur, des plaques célébraient la réussite de l'entreprise. Will attendit avec patience qu'elle en ait terminé avec son correspondant. Dès qu'elle se tourna vers lui, il se lança dans une explication fleurie sur ce qui l'amenait là et pourquoi il avait besoin d'avoir accès à l'un des livres à numériser. Elle le regardait de son air bovin, et il se demanda même si elle comprenait l'anglais, jusqu'à ce qu'elle lui réponde. « Vous êtes ici dans un établissement où on numérise des livres, pas dans une bibliothèque. » Il recommença en essayant de lui faire du charme. Comme son prénom était inscrit sur un badge, il en fit un usage immodéré. Karen par-ci, Karen par-là, essayant de créer un peu de complicité. Hélas, la fille semblait totalement hermétique à son discours. Un livreur de chez UPS entra, vêtu d'une chemise et d'un bermuda brun très étriqué. Will vit tout de suite que le type faisait de la musculation, mais au bout de quelques secondes, il détourna les yeux. Le jeune homme attendait derrière lui à une distance respectueuse. Dans le camion UPS, le vrai propriétaire de l'uniforme gisait parmi ses colis, inconscient. À présent, Will suppliait. « Écoutez, je suis venu exprès de New York à cause de ce livre. Je sais bien que ce n'est pas votre job de laisser les gens les consulter, mais je vous en prie, ça m'aiderait vraiment. » Elle le toisa, glacial. Il sortit son portefeuille de sa poche. « Je tiens à vous remercier d'avance. »« Monsieur, je vous le répète, vous n'êtes pas dans une bibliothèque, vous comprenez ?» Elle se tourna vers le livreur d'UPS. « Bonjour, je peux vous aider ?»« Ouais, j'ai un paquet pour le 2555 East Olympic, c'est ici ?»« Non, ici c'est le 2559. Le 2555, c'est là-bas. » fit-elle en lui indiquant une direction. Un employé entra, fit un signe à la réceptionniste, puis appliqua sur une borne noire incrustée dans le mur une carte magnétique qu'il portait à la ceinture. La porte s'ouvrit. Tandis que le livreur d'UPS repartait en s'attardant, Will repéra sur le comptoir le même genre de carte magnétique
posé à côté du clavier de la réceptionniste, portant l'étiquette « Visiteur autorisé ». Karen lui jeta un regard exaspéré qui signifiait « Vous n'êtes pas encore parti, vous ?» « Je voudrais parler à votre responsable », lâcha-t-il. La douceur n'avait pas marché, alors il allait employer la force. « Je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. C'est bien compris, Karen ?» Cette fois, il fit sonner son nom telle une menace. Elle s'exécuta, nerveuse, appelant un dénommé Marvin à l'accueil. Will attendait, les bras croisés, si serrés qu'il avait l'impression d'avoir revêtu une camisole de force. À l'arrière du camion UPS, le gardien changea de vêtements, vérifia que sa victime respirait toujours, puis il fit son rapport à son chef. Karen fut soulagée quand le directeur de l'établissement apparut, comme si ce petit homme à lunettes pouvait la protéger du costaud menaçant qui s'impatientait devant son comptoir. Elle se leva pour aller lui murmurer quelques mots à l'oreille. Pendant ce temps, ni vu ni connu, Will s'empara d'un passe de sécurité, le dissimulant dans sa main. Marvin l'écouta donc répéter sa supplique, mais il resta inflexible. L'endroit n'était pas ouvert au public. Il n'existait aucune procédure permettant d'accéder à sa demande. Il n'était pas autorisé à chercher un livre en particulier. D'ailleurs, ajouta-t-il sarcastique, ne serait-il pas plus commode de trouver un autre exemplaire des archives de l'année 1947 dans une autre bibliothèque ? Après tout, il ne disposait pas de la seule version existante. Will était à court d'arguments. Au ton de l'autre, il comprit que s'il ne partait pas, il appellerait la police. Alors il battit en retraite, tout en glissant dans sa poche le passe de sécurité. À l'extérieur, il avisa une borne magnétique noire. Il reviendrait. Dans ses jumelles, Fraser le vit retourner à son véhicule, bredouille. Will démarra. Ils le suivirent, en se demandant où il pourrait bien se rendre à présent. Ce n'était pas prévu, mais Will avait désormais quelques heures à tuer. Soudain, une idée lui vint. Une tâche à accomplir et la boucle serait bouclée. À un feu, il jeta un coup d'œil au plan de la ville. Il lui faudrait peut-être 1 heure pour se rendre sur place, mais de toute façon, il ne pouvait revenir à l'entrepôt avant la fin d'après-midi, en priant pour qu'il ne fasse pas les 3-8 et qu'il n'y ait pas de service de sécurité. Il voulait laisser Dane se reposer. Cependant, à un moment donné, il faudrait bien qu'il le contacte pour l'informer de son retard. Will prit l'autoroute 710, Fraser sur les talons. Le trafic était assez lent. Il en profita pour appeler Nancy et lui faire part de sa frustration face à ce revers inattendu. Elle lui parut moins abattue, plus forte. Et c'est elle, cette fois, qui lui redonna de l'énergie. Quand Fraser songea que l'autoroute 710 s'appelait aussi Long Beach Freeway, il comprit où se rendait Will. « Je n'y crois pas », annonça-t-il à ses hommes. « Il va à Long Beach. Hé les mecs, vous savez qui est-ce qu'il y a là-bas ?» Chapitre 35. Spécialisé dans les maladies chroniques, l'hôpital de Long Beach avait vainement tenté de rendre son entrée plus accueillante en y disposant quelques pots de fleurs colorées. Pour le reste, le long et bas complexe de briques blanches paraissait bien ce qu'il était, un dépotoir de masse pour les cas désespérés. Les patients qui y entraient n'en ressortaient plus. Même à l'accueil flottait une odeur de maladie et d'antiseptique. Shackleton, apprit Will, était dans l'aile est. Il franchit de longs couloirs mornes malgré leur peinture vert vif, croisa des visiteurs, du personnel, chacun se déplaçant avec lenteur, car ici, il n'y avait plus besoin de se presser. Nul ne semblait heureux d'être là. Le Pacifique était à moins d'1 kilomètre, frais et vivant, mais c'était comme une autre planète. Dehors, Fraser attendait, essayant d'imaginer quelle serait la prochaine étape de Will. Fallait-il envoyer ses hommes au risque de se faire repérer ? À quoi jouait donc Piper ?
Était-il possible qu'il ait besoin de Shackleton pour récupérer la base de données? Ça n'avait aucun sens. Il savait, d'après l'entretien qu'il avait eu avec Will juste après la fusillade du Beverly Hills Hotel, qu'il avait acheté une clé USB et l'avait ensuite cachée quelque part dans Los Angeles. Désormais, il savait que Piper l'avait dissimulée dans un livre de la bibliothèque centrale. Shackleton ne faisait pas partie du plan. « C'est une simple visite pour tuer le temps », dit-il à ses hommes. « J'en suis certain. Nous n'avons plus qu'à attendre. » Il prit contact avec Sullivan pour savoir où en était son équipe avec le pilote. Dane, après-il, leur avait donné du fil à retordre au motel. Mais ils avaient réussi à lui faire une injection et l'avaient enlevé dans un chariot à linge. Il était maintenant à bord d'un Jet-Lear, filant en direction de son ancien lieu de travail, où il allait être interrogé et détenu jusqu'à ce qu'il sache quoi faire de lui. Fraser se détendit et envoya un de ses hommes chercher du café. Le bureau de l'infirmière était vide. Les doigts de Will pianotèrent sur la table, attendant que quelqu'un arrive. Une jeune femme replète, engoncée dans un uniforme empesé, sortit enfin de la salle du personnel. Un grumeau rouge lui collait à la commissure des lèvres. « Bonjour, je suis venu voir Mark Shackleton. » Elle parut surprise, et Will comprit qu'il ne devait guère recevoir de visite. « Vous êtes de la famille ?»« Non, je suis un vieil ami. » « Les visites sont autorisées seulement pour les membres de la famille. »« Je viens de New York, j'ai fait un long voyage. » Oh, c'est la règle, monsieur. Il soupira. Décidément, c'était sa journée. « Pourrais-je parler à votre supérieur, s'il vous plaît ?» Une noire plus âgée arriva. Visiblement, c'était une coriace, une femme à qui on ne la faisait pas et qui devait avoir le règlement tatoué sur le bras. Elle commença par expliquer à Will quelle était la politique de l'hôpital en matière de visite, quand soudain elle s'arrêta et le regarda de plus près. « Vous êtes le type de la photo ?»« Ah ?» ?»« Sa seule photo. C'est rare qu'il ait des visites, vous savez. De temps en temps, quelqu'un du gouvernement avec une autorisation spéciale et qui reste à peine 1 minute. Vous dites que vous êtes un de ses amis ? » ?»« Oui. » »« Suivez-moi. Je vais faire une exception. » Will eut un choc en trouvant Shackleton désormais si frêle et inconsistant. Il n'avait jamais été gros, mais une année dans le coma, sous alimentation artificielle, en avait fait un squelette vivant, au teint cireux et aux os saillants. Will aurait pu le soulever aussi facilement que son fils. À cette heure, il était étendu sur le côté. On le faisait pivoter de manière régulière pour éviter les escarres. Il avait les yeux ouverts, mais comme voilés, et sa bouche demeurait béante, laissant voir ses dents brunes. Une casquette crasseuse des Lakers était vissée sur son crâne chauve, cachant les cicatrices de sa terrible blessure. Le drap qui le couvrait laissait voir sa poitrine et ses bras si décharnés qu'on aurait cru un déporté rescapé des camps. Ses doigts étaient recroquevillés comme des griffes, et son thorax se soulevait en cadence avec soudaineté, comme si chaque souffle était le dernier. Il était relié à une poche en plastique par un tube. Un liquide blanc le nourrissait. Un autre tube repartait un peu plus bas, le cathéter qui drainait son urine. Sur sa table de chevet, une photo encadrée. Les 4 camarades de chambrée réunis pour le 25e anniversaire de la remise de leur diplôme à Harvard. Jim Zeckendorf et Alex Dinerstein souriant largement, encadrant tous deux Shackleton, sourire forcé, coiffé de son éternelle casquette des Lakers, et Will, une tête de plus que les autres, photogénique, l'air parfaitement à l'aise. « Quand ils sont rentrés chez lui, » expliqua l'infirmière, « c'est la seule photo qu'ils ont trouvée. Alors ils la lui ont rapportée. C'est gentil, vous ne trouvez pas ? Qui sont les autres ? » Nous étions camarades de chambrée à l'université. On sent qu'il était intelligent, même s'il ne parle pas. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il se réveille un jour ? Oh mon Dieu, non. Aucune amélioration possible. Il y a de la lumière à l'intérieur, mais la maison est vide. Elle laissa Will à son chevet. Il attrapa une chaise et s'assit à 30 cm des barreaux du lit, regardant Shackleton dans les yeux. Il aurait voulu le haïr. Ce petit homme triste l'avait pris au piège, comme un lapin dans un collet. Puis,
Il l'avait entraîné à sa suite dans son monde de fou. Il lui avait fait ingurgiter de force tout ce qu'il savait sur la bibliothèque, puis il l'avait renvoyé mener son existence sur une orbite inconnue. Peut-être tout cela était-il écrit, prédestiné, mais ce pauvre raté avait comploté sciemment pour foutre sa vie en l'air, et il avait réussi de manière spectaculaire. Toutefois, Will ne parvenait pas à haïr cette créature à moitié morte, qui haletait tel un poisson hors de l'eau, et dont le visage ressemblait à celui du cri de Munch. Il n'éprouvait qu'une vague tristesse devant cette vie gâchée. Il ne prit pas la peine de lui parler, comme le font certains visiteurs naïfs. Il resta simplement assis là, méditant sur son sort, sur les choix qu'il avait faits, les chemins qu'il avait empruntés, ceux qu'il n'avait pas suivis. Ainsi donc, chaque fois qu'il prenait une décision engageant la vie d'autrui, se contentait-il de suivre une direction prédéterminée par une main invisible? Était-il ou pas responsable de ses actions? Réfléchir à ses actes avait-il un sens? Ce qui devait arriver se produisait toujours. C'était inéluctable, non? Alors, en fin de compte, peut-être qu'il ne retournerait pas à l'entrepôt pour passer la nuit à s'efforcer de retrouver sa clé USB. Peut-être retirerait-il sa chemise pour aller s'étendre sur la plage, sur le sable, à contempler les étoiles. Peut-être était-ce ça, l'étape suivante, sur le grand échiquier. Mais le cerveau de Will n'était pas fait pour s'abîmer dans la contemplation philosophique. C'était un homme d'action qui suivait son instinct. Quand il avait faim, il se nourrissait. Quand il avait envie de faire l'amour, il cherchait une partenaire. Quand une relation ou un boulot le rendait malheureux, il le quittait. Quand il avait une mission à accomplir, il la menait à bien. Et s'il y avait un tueur à arrêter, il le traquait, jusqu'au bout. À présent, il était à nouveau marié et père. Il avait une femme formidable, un fils plein de promesses. C'était eux sa boussole. Nancy et Philippe guidaient ses choix, déterminaient chacune de ses décisions. Et s'il y avait d'autres facteurs en jeu, eh bien tant pis. Il n'allait pas se prendre la tête avec ça. La prochaine étape consistait à récupérer la clé USB. Ensuite, il la mettrait à Fraser bien profond. Soudain, il se sentit mieux. Le bon vieux Will était de retour, égal à lui-même. Et 2027. Fin du monde ou pas, il y avait encore de la marge. Il avait devant lui 17 ans pour rattraper 5 décennies d'égoïsme. Le temps nécessaire pour se racheter. Finalement, ce n'était pas une mauvaise affaire. Merci, pauvre con, dit-il à Shackleton. Chapitre 36. En retournant à l'entrepôt, Will en profita pour passer quelques coups de fil. Le premier le rassura, les 2 suivants semèrent le doute en lui. Nancy n'était plus seule. Laura et son mari l'avaient rejointe pour lui tenir compagnie en attendant le retour de son époux. Elle semblait heureuse de cette distraction, et Will distingua des bruits de cuisine en fond. En revanche, les 2 appels suivants l'inquiétèrent. Den ne répondait pas sur son portable. Il téléphona ensuite au motel, mais dans la chambre du pilote, nul ne décrocha. À l'accueil, on lui confirma qu'il était pourtant là. Will eut beau se dire qu'il avait le sommeil lourd, cette explication ne le convainquait qu'à demi. À la zone 51, le téléphone de Den enregistra la communication de Will. Les techniciens repérèrent tout de suite d'où elle provenait. Juste au nord de Long Beach, filant plein nord. Ils appelèrent Fraser pour l'en informer. L'autre grommela de vagues remerciements. Il était satisfait d'avoir le numéro de Piper, mais pensait ne plus en avoir besoin dorénavant. Il voyait le véhicule de sa cible devant lui, et si tout allait bien,
il mettrait bientôt la main sur lui et sur la clé USB. Ensuite, il fonderait sur Harry Spence et s'emparerait des documents rapportés d'Angleterre. Il avait hâte de ne plus avoir Lester sur le dos. Il mourait d'envie de l'appeler pour lui dire que sa mission était accomplie, que la menace était levée, leurs adversaires neutralisés. Il voulait enfin entendre ce bureaucrate le féliciter pour changer. Ensuite, il prendrait quelques jours de vacances, peut-être vernirait-il le plancher de sa terrasse, ou s'adonnerait-il à quelque autre agréable tâche du quotidien. 8 jours avant les événements de Caracas, la base serait en alerte, et il n'aurait plus le droit d'en sortir avant la fin de la mission. Il était encore tôt. Aussi Will s'arrêta-t-il pour manger un morceau à quelques kilomètres de l'entrepôt. Il essaya sans succès de rappeler Dan depuis le parking du restaurant chinois. Mais cette fois, il lui laissa un message. « C'est Will. Il est 17h30. J'ai déjà essayé de t'appeler. Rappelle-moi dès que t'auras mon message. » 1 heure plus tard, il était toujours là, gavé de porc mouchou et imbibé de thé vert. Le restaurant affichait un bar bien garni, mais Will était resté d'une parfaite sobriété. Avant de partir, il ouvrit le biscuit qui contenait son horoscope. Il est bon de se préparer à l'imprévu. Merci du conseil, songea-t-il. En arrivant au parking de l'entrepôt, Will retint son souffle. Vide. Par chance, il n'y avait pas de service de nuit. Le soleil était couché depuis une demi-heure, et la lumière déclinait vite à présent. Il aurait préféré qu'il fasse nuit noire. Il fit 2 fois le tour du bâtiment en voiture pour s'assurer qu'il n'y avait personne, puis se gara sur le côté et se dirigea vers la porte. Il appliqua le pass de sécurité sur la borne noire. La petite lumière rouge vira au vert et la porte s'ouvrit. Il se préparait à affronter un garde, mais le hall d'entrée et le bureau d'accueil, éclairés par une vague lampe de service, étaient déserts. Il appliqua le pass magnétique contre une seconde borne, et il entra pour de bon dans l'entrepôt. L'obscurité n'était pas totale. Quelques tubes néons demeuraient allumés au plafond, ici et là, versant un halo lumineux sur la vaste surface. La première chose qui attira son attention, ce furent les robots. Il y en avait en effet toute une rangée, alignés devant lui, tels des téléviseurs géants dépourvus d'écran. Il s'agissait en fait de cadres allongés, comportant au centre un support de bois en V, destiné à soutenir un livre maintenu par des élastiques. Il examina le plus proche. À l'intérieur, un bras articulé demeurait figé en pleine action, tournant une page au moyen d'une pince fine. Le lecteur optique s'apprêtait à scanner le texte dès que le courant serait rétabli, et la feuille remise à plat. Derrière les robots s'étendait une espèce de bibliothèque, version industrielle, peuplée de rangées d'étagères noires, assez basses pour qu'une personne puisse sans difficulté atteindre les ouvrages les plus hauts. Le long des murs se succédaient les bureaux des employés, envahis d'ombre. Will soupira en mesurant la tâche qui l'attendait. Plusieurs milliers de volumes, sans doute. Il devait bien y avoir quelque part un système de catalogue permettant de localiser les ouvrages, mais il songea qu'il perdrait autant de temps à parcourir les différents bureaux et leurs systèmes de classement que s'il allait directement au livre. Aussi choisit-il une rangée à l'entrée de l'entrepôt, et il se mit à la suivre. Au bout d'une demi-heure, il se sentit noyé par le nombre de tranches, chacune marquée du code barre attribué par l'entreprise de numérisation. Il devait se montrer méthodique. Il n'était pas certain que tous les exemplaires des archives légales du comté de Los Angeles se suivent. À sa grande déception, il s'était en effet aperçu que certaines collections étaient dispersées, comme dans une salle de classe mal ordonnée. En arrivant au bout d'une rangée, à l'arrière du bâtiment, il s'arrêta pour rappeler Dan. Une fois encore, il tomba sur la messagerie. Il y avait bel et bien un problème. Ses yeux furent attirés par un écran lumineux. Dans un bureau tout proche, un moniteur en noir et blanc diffusait les images prises par la caméra de surveillance du hall d'accueil. Sur la porte était inscrit « Marvin Hempel, directeur général ».
Il imagina le patron gringalet assis à son bureau, avalant sa soupe en lorgnant sa réceptionniste pendant sa pause déjeuner. Il secoua la tête et passa à la rangée suivante. Il essaya d'accélérer le rythme, se forçant à se concentrer. S'il n'était pas assez attentif, il y passerait des heures, finirait les mains vides et n'aurait plus qu'à tout recommencer. Il se mit à toucher chaque tranche du doigt pour être certain de bien l'avoir enregistré. Hélas, il ne pouvait empêcher des pensées parasites de lui traverser l'esprit. Où était Dane? Comment allait Nancy? Comment tout cela allait-il finir? Fraser avait fait encercler l'entrepôt, mais il s'inquiétait de ne pas avoir assez d'hommes pour surveiller la totalité du bâtiment. Il n'était en effet que 8 pour couvrir l'avant, l'arrière par où s'effectuaient les livraisons et les sorties de secours latérales. Il avait mis des corsos et 2 autres gardiens devant. Piper était entré par là, il ressortirait sûrement par le même chemin. Il envoya 2 équipes de 2 surveiller les sorties de secours latérales, se réservant l'arrière. Il se plaisait à imaginer Piper entr'ouvrant lentement la porte, la surprise se peignant sur son visage, tandis que Fraser ouvrait le feu sur lui. Il n'en mourrait pas, mais, avec un peu de chance, il serait bien amoché. Descorso, quant à lui, vivait ses dernières minutes. Son supérieur lui fit des adieux silencieux. La prochaine fois qu'il le verrait, ce serait sans doute à l'état de cadavre. Il allait bientôt être tué. Serait-ce Piper? Une balle perdue? Une crise cardiaque? La nuit s'annonçait chaude. 1 heure passa, et Will marqua l'endroit où il s'arrêtait en tirant à moitié un livre hors de sa rangée. Il se rendit aux toilettes pour éliminer le thé vert et s'aspergea le visage d'eau froide. Pendant ce temps, Fraser et Descorso débattaient par radio de ce qui pouvait bien le retenir. Pourquoi donc s'attardait-il ainsi? Y avait-il une autre sortie qu'ils avaient ratée? Existait-il un tunnel reliant entre eux différents entrepôts? Fraser opta pour une demi-mesure en envoyant Descorso et son équipe dans le hall d'accueil. Tenir l'endroit serait une bonne idée si Piper sortait par là. Et le chemin serait déjà en partie effectué si jamais il décidait d'aller le débusquer à l'intérieur. L'un des hommes de Descorso avait sur lui un outil électronique qui leur permit d'entrer sans encombre. Là, ils prirent place en position défensive. Will atteignait le fond du bâtiment quand, en se penchant sur la dernière rangée, il eut un choc, comme s'il avait touché un câble électrique dénudé. Les voilà. Une série de volumes des archives du comté de Los Angeles des années 1980. Ça vient, se dit-il. J'y suis presque. Il fit un virage à 180 degrés pour inspecter le début de la rangée suivante. Et son cœur se mit à battre la chamade. Il se retrouva face à un pan entier de gros livres vieillots et jaunis. Ils n'étaient pas classés dans l'ordre, et son œil identifia tout de suite des ouvrages issus d'un peu toutes les décennies. 1947 devait bien se trouver quelque part. Il entreprit de toucher chaque couverture en prononçant l'année affichée à voix haute. Il arriva en bas. Là, à genoux, il l'aperçut enfin et le retira de la rangée. 1947. Il s'assit confortablement sur le sol de l'entrepôt, le gros livre ouvert sur les genoux, pour créer un tunnel sous la tranche. Puis il tapa l'ouvrage par terre. Le canon de son arme à sa ceinture s'enfonçait douloureusement dans sa cuisse, mais il n'y prêtait aucune attention. Il entendit alors un cliquetis. La clé USB venait d'atterrir sur le ciment. Il ferma les yeux et remercia en silence la Providence. Quand il se releva, il s'aperçut qu'il était revenu en face du bureau du directeur et jeta un coup d'œil machinal au moniteur. La surprise le cloua sur place. Quelque chose avait bougé sur l'écran. Il s'approcha. 2 hommes, non, 3, armés. Des gardiens. Il rangea la clé dans sa poche, sortit son Glock et retira la sécurité.
Il disposait en tout et pour tout de 18 coups. Pas un de plus. Il ne tiendrait pas si le combat s'éternisait. Il fallait mettre au point une stratégie. Il devait surveiller toutes les issues. Toutefois, il avait un avantage. Lui, il les voyait. Pouvait-on accéder au toit ? L'entrepôt devait être de plein pied, mais mieux valait vérifier s'il n'y avait pas un sous-sol. À toute vitesse, il parcourut les lieux à la recherche d'une issue imprévue, évaluant les angles, retournant régulièrement vers le moniteur pour voir où en étaient ses adversaires. Aucune possibilité intéressante n'émergeait. Il réfléchit à toute vitesse, en se préparant à une effusion de sang. Bien sûr, il était ADH, mais rien n'empêchait qu'il se retrouve dans le même état que Shackleton. Il songea à Nancy. La peur avait un goût de fer. Dans son oreillette d'écorceau, entendit Fraser lui demander de faire son rapport. Il répondit en murmurant « Tout est calme. Aucun signe de... » Quand soudain tout explosa autour de lui. Les lumières de l'accueil s'allumèrent d'un coup. Une sirène à vous déchirer les tympans se mit à hurler, obligeant les hommes à se boucher les oreilles. « L'alarme incendie !» s'écria Descorseaux, assez fort pour que Fraser puisse l'entendre malgré le fracas assourdissant. « L'entrepôt doit être relié à une centrale !» hurla son chef à son tour. « Les pompiers seront là dans quelques minutes. Allez le cueillir. Donnez l'assaut. Les autres, conservez vos positions. Couvrez les sorties. Compris. En avant les mecs !» Descorseaux demanda à son équipier d'ouvrir la seconde porte, et tous trois s'engouffrèrent dans l'entrepôt, en se dispersant aussitôt. Ils s'arrêtèrent net. Devant eux, toute une rangée de robots dansait en ligne. Des bras articulés tournaient des pages. D'aveuglants flashs lumineux éclairaient les livres. Des images de texte digitalisées apparaissaient sur des écrans d'ordinateur. Descorseaux avisa quelque chose. Au-dessus d'un scanner, à travers, au milieu de la rangée des robots, il crut voir une arme. « Tireur !» hurla-t-il par-dessus le hurlement des sirènes, tout en pointant son revolver dans la même direction. Will était en position d'attaque derrière un robot. Il fit feu à 2 reprises et atteignit chaque fois Descorseaux en pleine poitrine. L'homme cligna des yeux une dernière fois, avant de tomber à genoux et de s'affaisser. Les 2 autres étaient très bien entraînés, sûrement des anciens des forces spéciales. Ils gardaient la tête froide sous la mitraille, et la disparition de leur chef ne parut guère les affecter. L'homme sur la gauche de Will bondit derrière un chariot métallique et fit feu à son tour. Il ignorait où se trouvait précisément son adversaire. Les balles déchirèrent des feuilles, brisèrent des pans de verre, mais les bras articulés continuèrent de tourner les pages. Will se concentrait à présent sur le gardien à sa droite, accroupi très bas à la recherche d'une cible et plus exposé. Il visa de manière grossière et tira 3 fois. L'homme cria et s'écroula, une mare de sang se formant sous son blouson. Hélas, les étincelles produites par les tirs étaient comme un phare pour l'autre gardien, qui fit feu aussitôt. Will se baissa derrière le robot, mais il sentit une douleur fulgurante lui déchirer l'intérieur de la cuisse, comme si quelqu'un appliquait une barre rougie sur sa chair. Son pantalon fut bientôt trempé de sang. Il ne pouvait rien faire pour le moment. Si l'artère fémorale était touchée, c'en était fini. Il le saurait très vite. Sa vision se brouillerait, puis ce serait le blackout. Les robots étaient si proches les uns des autres qu'ils formaient presque un mur. Will se traîna sur la gauche, jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la rangée. Il ignorait maintenant où était le 3e gardien. Sa jambe saignait beaucoup, mais tous ses sens étaient en éveil. Si c'était l'artère fémorale, il le saurait à présent. Enfin, le dernier assaillant eut le tort d'obéir à un ordre. Dans son oreillette, il entendit Fraser hurler comme un dément. « Vous en êtes où? Donnez-moi votre putain de position! Exécution !» 2 hommes à terre, tir nourri, avant du bâtiment. Pesant de tout son poids sur sa bonne jambe, Will se releva d'un bond, comme un diable sortant de sa boîte. Il tira dans la direction de la voie, et 6 balles transpercèrent le chariot métallique.
Le troisième gardien essaya de se redresser, mais il s'effondra, blessé à l'abdomen. Sans attendre, Will retira sa ceinture et se fit un garrot à la cuisse, aussi serré qu'il pouvait le supporter. Sa jambe le portait à peine. Il se rua au milieu de ses adversaires baignant dans leur sang, traversa le hall d'accueil en boitant et sortit dans le calme de la nuit sans lune. Au loin, on entendait des sirènes qui se rapprochaient. Les pompiers arrivaient. Il ignorait combien d'autres gardiens se trouvaient dans les parages, mais il savait qu'il resterait encore un moment devant les autres issues. Sa voiture était à quelques mètres de là. Il allait s'en sortir.